Oui. Merci pour cette belle présentation. J'ai trois petites questions que je peux résumer brièvement. Ma première concerne le terme censure et troncature. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Parce que j'ai remarqué que parfois vous utilisez le mot données censurées et parfois vous utilisez le mot données tronquées. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? La deuxième concerne l'algorithme où vous faites l'algorithme que vous avez présenté, où à l'étape 4, vous considérez le noyau gaussien. Oui. Est-ce qu'il y a une justification pour ce choix du noyau? Et si jamais on choisirait un autre noyau, est-ce que ça impacterait les données, les résultats numériques? Et ma dernière question, qui est peut-être plus mathématique, concernant l'erreur relative à la place de l'erreur quadratique. Relative voilà. Et quadratique. Par exemple, lorsqu'on cherche la variable taux x mesurable qui minimise l'erreur quadratique, c'est l'espérance conditionnelle de y sachant x. Et on a une interprétation géométrique. C'est le projeté orthogonal du y sur l'espace des fonctions taux x mesurables. Pour l'erreur quadratique, est-ce qu'il y aurait une interprétation géométrique de que vous avez émis? Peux-tu répondre parce qu'à un certain moment, j'ai pas... Alors, pour l'erreur, si je cherche la variable taux x mesurable qui minimise l'erreur quadratique. D'accord. C'est ça l'espérance de y sachant x, qui est le projeté orthogonal de y sur l'espace des taux x mesurables. Pour l'erreur relative, est-ce qu'il y aurait une interprétation géométrique? Voilà mes trois questions. À mon humble connaissance, je ne vois pas a priori. C'est plus l'idée qui a été montrée, beaucoup plus pour améliorer la qualité de l'estimateur. Pour l'erreur quadratique, on sait, parce que c'est un peu standard et on arrive à manipuler, mais l'erreur relative, ça devient un peu compliqué. Parce que si on avait une interprétation géométrique, on comprendrait mieux l'idée qui a inspiré les auteurs de définir ça. Honnêtement, je n'ai pas. Et pour les deux autres questions, troncature et censure, et l'algorithme 4. Merci. Pour tronquer, censurer, pour la censure, vous observez tout l'échantillon. Vous avez des données, Y, variable d'intérêt, et C, variable de censure. Soit vous avez observé C, soit vous observez Y. Votre taille d'échantillon est fixée, elle ne bouge pas. Il n'y en a pas deux tailles d'échantillon, petit n, grand n. Il n'y en a pas. Dans le cas censuré, c'est la partie la plus facile, si on peut dire, dans les données incomplètes. Il y a censure, troncature, double censure, tronqué, censuré, et il y a les données manquantes. Celle qui est la plus simple, si on peut dire, hein. Déjà il faut la comprendre. Censure, c'est des données, les premières qui ont été étudiées sur des données réelles. La première idée, c'était les gens étudiaient et on regardait les premiers qui l'ont fait, que je ne dise pas de bêtises. En tous les cas, pour la fonction de répartition de la variable d'intérêt, je l'ai dit, c'est, comment il s'appelle, De Vels et Einmeier. Pour la censure, ils ont montré que ça converge à la vitesse racine de n, mais le reste, les études qui sont faites, en général, sont plus pratiques que théoriques. Ils disent, voilà, on a telle donnée, on fait ça, des applications, des fois, elles fonctionnent très très bien dans des hôpitaux, et ce sont des éléments factuels pour les médecins, les spécialistes, pour qu'ils puissent faire des études. Je pense avoir raconté une histoire d'une étudiante en pharmacie dont le père est un matheux. Elle avait 10 valeurs sur le genou, problème de genou. Et elle voulait son rapport de fin d'études, doctorat de pharmacie.
Il fallait montrer que ces 10 valeurs, ils ne savaient pas pourquoi, ils ne comprenaient pas quel est l'intérêt d'avoir que 10 valeurs. Or, à l'hôpital, quand vous avez par exemple des problèmes de genoux, il n'y a pas 100. On a discuté hier, si vous vous rappelez. On fait 50, parce que à certains moments, vous n'avez que 10 ou 20. Et si on fait ici, c'était plus un travail théorique. Si on avait fait des données réelles, il faut qu'on se restreint à notre taille d'échantillon. Et c'est là où on voit vraiment l'intérêt de notre travail mathématique. C'est là où on voit, on a fait un résultat et après, vous avez des malades qui viennent, comment vous faites? C'est ça le plus important. Et je suis entièrement d'accord pour ce problème. Je reviens au problème tronqué censuré. Donc tronqué, généralement, on observe soit les deux variables, soit on n'observe rien. Tandis que la censure, on voit soit la variable d'intérêt, soit on observe toujours quelque chose. On observe quelque chose. Tandis que dans le cas tronqué, non. Si Y est plus petit que T, vous verrez rien. C'est les astres, on suppose la Lune. Si le Y est la variable d'intérêt, vous dites qu'elle a la couleur blanche, et T, la variable de 34, la couleur noire. Ben, la Lune, à un certain moment, quand elle passe, vous la verrez pas. Le 15e jour où... Donc vous verrez pas. Ça, c'est la Lune. Mais quand vous avez des astres, il y en a plein. Il y en a plein. Donc du coup, ce que vous devriez prendre, que ceux dont la couleur blanche est plus grande que la couleur noire. S'il y en a un astre comme ça, il faut que si on veut dire, le rayon de votre demi-cercle, il doit être plus grand, pas exactement le rayon, c'est-à-dire la partie blanche doit être plus grande pour que vous puissiez savoir les deux. J'ai Y qui vaut tant et T il vaut tant. Tandis que si c'est l'inverse, la partie noire, c'est-à-dire que T est plus grand que Y, eh ben, l'astre devient presque noir, complet, vous le verrez pas. Donc on ne verra ni T, ni Y. Et l'autre question, la troisième, c'était, j'ai perdu. Ah oui, le noyau. Le noyau gaussien, il s'adapte plus ou moins facilement. Quand je dis s'adapte, son calcul, on peut évidemment, et vous avez remarqué sur les simulations, attendez que voilà. On a pris l'intervalle 1 à 4, d'accord? Et si on peut, déjà nos lois, si tu as remarqué, c'est des Weibull. Donc du coup, pour se mettre... Mais notre noyau, comme il se calcule x, grand X, I, moins petit x sur H, il n'influence pas vraiment la qualité. C'est démontré. Qui est-ce qui influence la qualité de l'estimateur? C'est H. La fenêtre. La fenêtre, elle, si vous faites pas attention, vous pouvez être à côté de la plaque. C'est compliqué. H, il y en a qui prennent directement H égale n puissance moins n cinquième. C'est pour faire les premières simulations. C'est vrai, c'est la fenêtre optimale. Calculée, dans le cas, je pense qu'il y avait un exposé avec nous, et il a dit qu'il faut qu'on... C'est une demoiselle, qu'il faut estimer F', il y a du job derrière. Parce que s'il y a une erreur sur l'estimateur de F prime et F seconde, ça casse un peu tout. Donc du coup, le noyau, c'est démontré que le noyau n'affecte pas la qualité de l'estimation, ou de l'estimateur, et tandis que H, si. Si vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez vous retrouver avec des résultats tordus. Ai-je répondu à la question? Je vous remercie, monsieur le professeur, pour votre exposé. Je voulais poser une question sur
Sur la précision, Oui, votre estimateur, vous l'avez étudié, vous avez étudié plutôt la convergence. Si j'ai bien compris. oui, C'est vrai que je suis arrivée un petit peu en retard, je m'excuse, mais oui. bon, j'ai pris le chemin sur. Donc, je voulais savoir par rapport à la précision. Par exemple, l'exemple que vous avez donné sur le genou, moi, la précision, là, quand on fait une opération, il faut être quand même bien précis. Alors, ces critères-là, je ne l'ai pas vu du tout. Alors, c'est ça ma question. La précision de quoi? De l'estimateur. C'est-à-dire comment s'il est précis? Non, Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez pensé à étudier la précision ou pas du tout? C'est-à-dire, bon, non. c'est la convergence, c'est vrai, la convergence d'un estimateur par rapport aux paramètres Oui. théoriques. Mais est-ce que la précision ne joue aucun rôle Mais dans les précision estimations? de quoi? Est-ce que vous voulez étudier Par rapport à la variance. par rapport à la variance? Oui, c'est ça. Bah, j'ai la variance, j'ai la fenêtre. Je ne sais pas si vous l'avez, le billet. Donc, il faut faire un trade-off. C'est-à-dire, pour trouver la fenêtre optimale, c'est l'idée qui est faite. Donc, la précision va se mesurer, comme je disais au professeur Hadi, que la fenêtre influence la qualité de l'estimation. Tandis que le noyau, non. Donc, du coup, vous étudiez, attendez que je vais essayer s'il me donne la main. Il n'est pas là. C'est ça, c'est ici. C'est bon, c'est revenu? Oui. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière sur le résultat. Voilà. Ben, vous deviez gérer ça et ça. Ça, c'est le terme de variance. Et ça, c'est le terme de biais. C'est eux qui... Et si des fois, selon les valeurs, celui-là peut l'emporter sur celui-là, ou celui-là peut l'emporter. Comme il n'y a aucun qui l'emporte, on a besoin des deux. On pourra, c'est l'idée du choix de la fenêtre optimale, comment dirais-je, qui donne n puissance moins un cinquième. Si vous faites l'égalité de deux, vous dites, voilà, je vais m'occuper, j'aimerais bien que j'ai cette quantité est égale à celle-ci. Ben, vous tombez sur la fenêtre optimale. Je vais dire autrement les choses. On a fait les hypothèses pour qu'on obtienne une fenêtre standard. C'est des vitesses connues, cela. C'est des vitesses qui, à part que on est parti un peu plus dans le développement, c'est pour cela qu'on a un h carré. On aurait pu s'arrêter avant, et on a du NH. Mais c'est compliqué. Vous trouverez n puissance moins un tiers. C'est pas une fenêtre optimale. Donc elle peut, dans les simulations, vous embêter. Donc si vous parlez de précision comme ça, c'est l'idée qui est utilisée. On dit que on égalise les deux valeurs et on essaie de trouver la fenêtre optimale qui correspond au problème. Mais une précision, moi honnêtement, j'ai jamais vu un papier. Justement, moi je parle de la partie pratique. Quand vous êtes dans la partie pratique, j'ai un estimateur. Bon, c'est vrai que la convergence c'est très important, mais pour moi la précision aussi c'est important. Je peux comparer. Vous êtes en train de comparer. Je peux étudier la variance de l'estimateur que vous avez proposé et la variance de l'autre estimateur que il y a 3 ou 4, vous avez étudié plusieurs. Est-ce que c'est faisable dans ce cas? Parce que c'est vrai que c'est du non paramétrique par rapport au paramétrique, c'est pas pareil. Je comprends très bien votre question. Parce que c'est pas pareil. Mais on pourra prendre deux estimateurs et s'en occuper. Mais c'était pas, et je le dis comme je le pense, c'était pas notre tasse de thé. Nous, sinon, c'est bien de faire des trucs. L'étudiant, on étudie, on s'occupe. Si on fait tout, il faut 6 ans, 7 ans. Parce que après, l'étudiante, il faut bien qu'elle soutienne. Hein. Je suis entièrement d'accord. Donc c'est un sujet. D'accord. Et posé à tout le monde. Vous pouvez étudier la régression classique toute seule. C'est sûr que c'est faisable. C'est des mathématiques. Il faut mettre les choses, c'est-à-dire mettre le problème correctement, le poser correctement, et savoir ce qu'on veut arriver. Ouais, ce qu'on veut, la précision. Mais la précision, vous la mesurez par quoi? Par la fenêtre? Par quoi?
A priori, c'est la fenêtre. Ah. Parce que quand vous voyez les simulations, il y a un problème de fenêtre. À chaque fois, la validation quantique, elle recalcule, quand on fait tourner l'algorithme, il recalcule la fenêtre. C'est pas la même fenêtre tout le temps. Il y en a qui prennent n puissance moins 1 cinquième et ils l'appliquent partout. Ça me paraît un peu pas normal, parce que quand vous avez des données réelles, vous pouvez pas dire, je vais lui imposer moins 1 cinquième, n puissance moins 1 cinquième, et après je vais travailler. Non, non, il faut une fenêtre. La meilleure façon de faire, à mon humble avis, c'est la validation croisée. Vous faites rapidement sur les données que vous avez et vous appliquez et ça tourne. À chaque échantillon, vous avez une nouvelle fenêtre. C'est pas la même. On peut pas utiliser une même fenêtre pour différents cas. Non. Vous allez vous retrouver avec des estimateurs qui explosent, qui s'éloignent de votre fonction théorique, parce que l'objectif de ça, c'est des maths, c'est de la théorie. Mais maintenant, il faut se mettre à table avec des vraies données et étudier. Pour la normalité, on a fait des données réelles. J'aurais dû peut-être montrer le résultat et les simulations avec des données réelles. Parce que un des référés, données réelles, sinon Oui, rien. c'est vrai. Maintenant, ça commence à devenir automatique. Que de la théorie, ils peuvent vous dire... Bien sûr. oui, oui, voilà. Ok, merci, merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Ouais. Hadjila. Bonjour, Monsieur Ould-Saïd. Bonjour. Je vous remercie pour cet exposé. Alors, ma première question concernant les données. Est-ce que le travail a été fait pour les données complètes? Est-ce que la vitesse de convergence, elle est comparable avec... La même. C'est la même? Oui, c'est les mêmes hypothèses. L'effet de la troncature n'influence pas le calcul de l'estimateur. Alors, pour les conditions non standards du non paramétrique, quelle est l'hypothèse que vous avez modifiée? Pour les données tronquées. Voilà. Je vais revenir. Attendez qu'il me donne la main. Hop. Ils sont là. Ah, elle est là. Je l'ai montré au début. Peut-être que vous n'étiez pas là. Je vais le redire. Elle est là. Elle est là, l'hypothèse qui permet de construire l'estimateur. Si vous faites pas ça, vous risquez d'avoir des soucis de calcul mathématique. Vous n'arriverez pas à trouver votre estimateur par la suite. Donc c'est une hypothèse. Sur d'autres articles moins compliqués que celui-là, on avait montré pourquoi ou bien c'est dans l'article, désolé. Dans l'article, vous verrez bien pourquoi cette hypothèse-là. Je peux vous l'envoyer, il existe sur le net. Hein. Tapez mon nom, celui de Bouhadjira et Lemdani, dans Statistical Papers. Ils vous donnent pas l'article parce que c'est Springer, il faut payer, mais il y en a des étudiants à Férit, je vous dis que l'article. Ça, c'est sûr. Eh ben, alhamdoulilah. C'est qu'il y a des gens qui arrivent à trouver les articles et moi, quand je trouve pas, je le dis, hein. L'étudiant, je l'appelle, cherche-moi tel article. 10 minutes après, elle m'envoie l'article. D'accord. Alors, pour la deuxième question, ça concerne le choix de l'intervalle de la convergence uniforme. Apparemment, dans la simulation, vous avez testé. À chaque fois, on teste, c'est ça? Non. Est-ce qu'il existe une méthode qui nous permet de trouver cet intervalle de convergence? Non. On a fait, Ça, on a commencé par 0,4. On avait des problèmes. Le 0 parce que Y, la variable d'intérêt, elle doit être strictement positive. C'est la convergence presque complète que vous avez pris ici, non? Non. Non? Dans des données, écoutez-moi bien. C'est une erreur de beaucoup d'équipes. Des données, quand vous avez un résultat de presque complet,
c'est des données complètes. J'ai remarqué que ça c'est pour Non, c'est le théorème. le vous avez mis résultat le est... A almost Non, complet. c'est presque sûr, c'est pas presque complet. Si, il faut revoir, Attendez, je sais pas, attendez, c'est je vais vous le montrer. almost. Hop, regardez Ah, ici. ok. AS, C'est pas un C, Almost c'est un surely. S. Oui. Dans des données incomplètes, impossible que vous ayez un résultat de convergence complète. Ok. Le premier qui a fait le résultat, c'est Jean Geffroy, en 64 ou 66. C'est le premier qui a fait le cas de la convergence presque complète. Si c'est sûr seulement. C'est des données, vous ne pouvez pas avoir un résultat, il n'existe pas de convergence presque sûre, c'est des données incomplètes. Celui qui le fait, c'est qu'il n'a pas compris. D'accord. Je ne dis pas qu'il ne comprend pas du tout, il n'a pas compris le problème. Il ne peut pas avoir avec des données, parce que les résultats, quand il n'y a pas les preuves, parce que sinon il me faut 4 heures. Quand vous faites les preuves, à un certain moment, vous trouvez avec des quantités qui utilisent, c'est ce que je disais de Vels pour les données censurées. Il a montré, c'est une convergence presque sûre. Et eux, ils disent que presque complète. Ils mettent automatiquement presque complet, sans voir que non, ils peuvent pas l'avoir dans des Et données. le travail pour les données complètes, est-ce que c'est fait? La convergence presque complète? Oui. Bien. Oui, ça c'est possible. Très bien. J'ai un papier en 93 ou 80. Données complètes, c'est... Je dis pas que c'est facile. Il n'y a pas trop de techniques compliquées, mais des données censurées, il faut aller mollo pour tomber sur les bons résultats. Sinon, on s'en sortira pas. Si on écrit, au lieu d'écrire presque sûr, on écrit presque complet, c'est qu'on n'a pas compris les données incomplètes. C'est pas possible, il n'y en a pas. Il n'y a aucun résultat de données incomplètes sur la convergence presque complète. Très bien. Et pour le choix maintenant de l'intervalle, de la convergence uniforme, est-ce que ça existe une méthode qui nous permet de trouver cet intervalle-là? Non. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Nous, on a commencé, je l'ai dit, hein, on a commencé par 0,4 et ça a explosé à chaque fois. Je comprenais pas pourquoi. On le fixe à l'avance, c'est ça? Évidemment. Oui. Quand vous avez des données réelles, vos données réelles, vous pouvez les fixer, non? C'est-à-dire, ça commence par 2 et ça se termine par 20. Un jeune de 2 ans, une personne de 20 ans. Votre intervalle d'âge, c'est de 2 à 20. Ben, vous l'avez, le C, là. Quand on a choisi 1,4, ben, on pouvait faire 1,18. Mais ça ne change rien. C'est pas ça qui va changer le fond du problème. Oui, merci, monsieur. Il me reste une autre question. Alors, pour l'étude comparative, vous dites qu'on l'a comparé avec la régression classique. Qu'est-ce que vous appelez par la régression classique? La régression, la moyenne quadratique. Non, Ça s'appelle régression classique. Vous la trouvez en minimisant l'erreur quadratique. L'espérance de y moins de x, le tout au carré. Monsieur Oulsaïd, vous pouvez revenir sur le comparative, slide. les graphes. Voilà. Les graphes ou le slide? Oui, puisque le modèle que vous avez pris ici, il est linéaire. L'étude comparative. Oui. C'est-à-dire les deux graphes. Je l'ai dit, hein. Attendez que j'avance un peu plus. Voilà. On arrive au graphe. Pas celle-ci. Non, les deux graphes. C'est entre la droite et l'autre. Celui-là? Non. C'est la comparaison, étude comparative. Ah, attends, la comparaison, excusez-moi, j'ai pas entendu. Voilà, étude comparative. Voilà. Dites-moi. Ça, c'est la droite. Oui, elle est là. Voilà, c'est ça. La théorique, elle est là. On a pris la même fonction pour voir la différence. Si on change de fonction d'une page à une autre, ou d'un cas à un autre, ben, on ne peut pas comparer. Non, oui. je parle de l'autre graphe, là. Celui-là? Oui. Alors, dites-moi. Il y a, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a la fonction théorique. Voilà. L'estimateur qui lui est collé, c'est le LLRER. Et celui-là qui explose, oui, c'est la régression classique. Elle résiste pas aux valeurs abondantes. C'est connu, ça.
Ah, je veux pas. Elle est sensible, Vous oui. n'étiez pas là peut-être quand je l'ai dit. Elle est Dès le sensible début, aussi. j'ai dit que le RER provient d'une idée de, comment dirais-je, de pénaliser l'erreur quadratique, c'est-à-dire y moins e de x au carré sur y au carré. Ce y au carré au dénominateur, c'est lui qui permet de rendre l'erreur quadratique relative mieux que l'erreur quadratique usuelle. Et c'est démontré hein, dans l'article de Stefensky en 98, vous accédez, vous voyez, ils font pas la preuve, mais ils ont dit que c'est un truc, ça peut pas passer. S'il y avait une erreur dans l'inégalité, dans le calcul, il y en a un qui lui tire dessus. Hein. Rapidement, les gens, ils sont là, ils lisent, ils calculent. Hein. Donc du coup, si on doit redémontrer chaque résultat qu'on doit faire, on fait rien. On n'arrivera pas. Par exemple, quand je dis la fenêtre optimale, dans le cas des données complètes, c'est Jean Geoffroy, il l'a démontré. On ne va pas remettre en cause le travail des gens. Je dois refaire, moi, comment on fait. Non. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, j'ai une petite intervention au niveau du choix du noyau. Donc, je pense que vous pouvez améliorer votre estimation si vous prenez un noyau asymétrique, puisque vous manipulez des données asymétriques. Quand on prend des données réelles, c'est vrai que le noyau n'influence pas parce qu'on est dans R. Mais lorsque les données sont asymétriques, dans le sens où elles sont, par exemple, positives, donc là, il faut proposer des noyaux asymétriques. J'ai vu, par exemple, vous avez pris les noyaux gaussiens. La question, est-ce que les noyaux, puisque vous avez utilisé deux variables aléatoires, x et y, est-ce que les noyaux sont identiques? Vous avez pris le même noyau? Non, le noyau dépend il y a la covariable, c'est pas y et t. Hein. C'est le noyau à l'intérieur, c'est grand X moins petit x sur H. Ça n'affecte les données, la variable d'intérêt, la variable de troncature, on n'intervient pas sur le noyau. Le noyau, il permet d'arranger un peu les calculs et c'est l'estimateur lui-même qui contient un noyau. Quand on construit l'estimateur, on tombe sur un noyau. Mais ça, on peut revenir marche arrière. C'est dès qu'on commence à apprendre à faire du non paramétrique, la première étape qu'on fait, c'est étudier l'estimateur de la densité. Exactement. Et on commence à comprendre comment on fait, et on comprend bien que ça commence par un noyau élémentaire, 1 sur H, la somme des y compris en deux valeurs, on arrange, on tombe sur l'indicatrice de l'intervalle. Au lieu de prendre l'indicatrice de l'intervalle, on prend une fonction un peu arrondie, un noyau, et généralement un noyau gaussien qui est bien arrondi dans les calculs, c'est tout. Maintenant, au problème d'asymétrique, Madame Guessou est en train de traiter ça. Voilà, exactement. Je pense que ça peut améliorer. Je ne vais pas lui marcher dessus, hein. Ah oui, bien sûr. Donc, par exemple, dans la simulation, vous avez pris la loi Weibull pour X et Y. Vous êtes parce que c'est des valeurs positives. Est-ce que vous devez prendre la même loi pour X et Y, ou bien est-ce que vous pouvez prendre X d'une loi, Y d'une autre loi différente? Il faut qu'on s'adapte au problème. Si on commence à faire ce qu'on veut, on risque que ça fonctionne pas. Si on a des données, nous, Y, elle est positive, et évidemment, pour qu'on observe quelque chose, Y est plus grand que T, donc T, on le choisit strictement positif, donc ce monde-là est positif, donc les meilleures lois, ou les lois adaptées à notre situation, c'est la loi de Weibull. Mais on peut utiliser aussi d'autres lois comme la loi normale. Donc, ça serait bien aussi de tester d'autres lois pour voir la consistance de. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut tout faire, mais il faut avoir le temps. Oui, bien sûr. Il faut avoir des mains. D'accord. Parce que tout seul, vous faites un article en 2 ans. Hein. Sauf si vous avez une idée rapide, vous pouvez le sortir en 6 mois ou 1 an. Mais pourquoi on se met à 2-3? C'est pour qu'on avance vite. Il faut faire comme les Chinois. Il faut se mettre 2-3 et sortir le maximum.
Le maximum. Je vais publier. Parce que si nous, il faut pas qu'on se ligote les pieds et les mains. Wahdi. C'est pas bien. Le travail collaboratif, c'est l'idéal. Vous avez une idée, il a une idée, j'ai une idée. On se met à 3, au lieu de faire un article tout seul, en 1 an. Vous, toute seule, en 1 an. Lui, toute seule, 1 an. Et peut-être que les articles n'apparaissent pas. Tandis qu'à 3, on peut, il y a une erreur, on corrige. Le travail de groupe, au début, peut-être que je vais passer sur autre chose. Au début, il faut montrer qu'on est capable de rédiger un article seul. C'est bien. Non, mais ça, c'est pas par rapport à l'article. C'est-à-dire, on peut faire le travail, peut-être pour faire un autre article. Pourquoi pas. Alors, une autre question, c'est à propos de la taille de l'échantillon. Oui. Donc, la variable troncature, si on revient à la troncature, donc, c'est lorsqu'on observe sur un intervalle déterminé. C'est pas comme la censure, on observe sur un temps illimité, et là, on peut avoir des variables censurées. Mais quand on a tronqué, c'est-à-dire on a considéré un intervalle de temps bien délimité, on ne sait pas combien d'observations on va avoir. C'est ça, c'est pour ça que la taille de l'échantillon est aléatoire. Alors, si elle est aléatoire, donc logiquement, c'est une variable aléatoire, ça veut dire qu'il faut lui associer une loi de probabilité. Donc, est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits dans ce sens? Hein? Non, pourquoi binomial? Si, c'est ce qu'elle dit, alpha, c'est une loi binomiale. Le alpha est une loi binomiale, elle a entièrement raison. Okay, alpha, c'est la probabilité que Y dépasse T. Oui. Ah. Est-ce qu'elle a été utilisée donc, dans le côté mathématique? Vous avez tenu compte du fait que n est aléatoire ou bien vous avez considéré le n fixe? Parce que j'ai vu dans les simulations... C'est simple. Dans les travaux, n, il est connu et aléatoire. Grand N est déterministe et inconnu. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez arriver à ça. Donc du coup, vous allez dire, je vais compter... les astres, pour revenir à un exemple concret. Vous voulez voir 100 astres. Petit n égale 100. Mais quand est-ce que vous allez le voir? Il y a des milliers qui sont passés. Le grand n, lui, vous le connaissez pas. Peut-être il y en a 1000 qui sont passés. Ce qui vous intéresse, c'est la centième que vous verrez. Donc vous avez des couples Y et T que vous ne verrez pas. Parce que la valeur, vous l'avez pas vue. Si on prend, s'il existait 100 lunes, vous verrez une dans la partie blanche est plus grande que la partie noire. Vous avez vu ou observé le couple. La deuxième, si la partie noire est plus petite que la partie blanche, vous ne verrez rien. Parce que c'est blanc, on voit rien. Ni Y ni T. Aucun des deux. On avance. Donc c'est une valeur qu'on n'a pas observée. Un couple qu'on n'a pas observé. Et ainsi de suite. Au moment que j'arrive à 100, j'arrête l'algorithme. L'algorithme, il va s'arrêter. On lui demande d'aller petit n, on fait, il y a des informaticiens ici, le n, je le fixe par exemple à 100, dès qu'il arrive à n, je lui dis de sortir. J'ai mes 100 valeurs. Les couples Y et T. Et c'est avec cela que je travaille. D'accord, ok, merci. Juste une petite remarque pour étudier la robustesse de l'estimateur. Donc, vous introduisez des valeurs aberrantes dans l'échantillon. Cette manière d'introduire les valeurs aberrantes par un coefficient multiplicateur, est-ce que ça serait judicieux de considérer que ces valeurs aberrantes proviennent d'une autre loi qu'on simule, et après on introduit ces valeurs dans l'échantillon et on recalcule? Tu me fais une colle. Non, je pose une question. Je ne sais pas répondre. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais pourquoi un coefficient multiplicateur et non pas additif ou autre chose, une autre transformation? Good question. Donc, à laquelle j'ai pas de réponse, moi. Okay. Je ne sais pas. Il faut, quand on ne sait pas, il faut dire on ne sait pas. Et ça, je le dis pour les étudiants, parce qu'il y en a, ils essayent de trouver des solutions où il n'y en a pas et ils sont perdus. Donc, il faut dire quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il ne faut pas essayer de dribbler, ça ne marche pas. Mais je ne sais pas, si tu veux qu'on s'occupe de ça, il n'y a pas de problème. On travaille.
Comme on dit, البحيرة كبيرة. Il faut ramener les grains au... D'autres questions? Ok. Juste une petite question. Je rebondis sur ce que Karima l'a introduit, c'est la taille de l'échantillon. Bon, là, vous voulez voir, c'est-à-dire vous voulez travailler sur 100 observations, d'accord? Donc, vous arrêtez dès qu'il y a 100, je m'arrête. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur autre chose? Je veux voir ce qui se passe dans un intervalle de temps. Je ne saurais pas quelle sera la taille de l'échantillon observé par la suite. C'est-à-dire juste un intervalle de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce que tu entends par un intervalle de temps? C'est-à-dire, je reste 2 heures à observer. Voilà, par exemple. Et si j'ai pas ma taille, qu'est-ce que je fais? J'ai pas les 100 valeurs. Oui. Donc, après les 2 heures, je continue ou je m'arrête? Je m'arrête. Je vais voir ce qui se passe. Donc, tu auras par exemple 60 valeurs que tu as observées. Oui. Tu travailles avec tes 60 valeurs. C'est ce que tu peux faire. Comment? Voilà. Oui, mais ça devient plus aléatoire. C'est déterministe si tu donnes une censure. Si tu parles de censure, si tu fais une censure fixe, c'est déterministe et bon, il faut réétudier tout le problème. Les calculs sont pas les mêmes, ça devient autre chose. C'est un autre modèle. Oui. Si, comme tu dis, tu attends sur l'intervalle de temps, tu prends les valeurs que tu as et tu travailles avec cela. Et ça peut exister dans les données réelles. Voilà. Dans des données réelles, on peut se retrouver avec ça. Et si on a des données réelles, moi personnellement, quelqu'un a des données réelles, je peux bosser avec lui. Parce que c'est extrêmement important de faire des simulations sur des données réelles. Même quand je n'ai rien de simuler, même si je l'ai fait plusieurs fois, mais à un certain moment, on est pris par le temps, il faut bien faire les simulations et envoyer, parce que sinon, il y a du premier jour. La première semaine, il dit merci, au revoir. Ah oui, il le sait, ouais. Vous faites un travail, si vous ne faites pas les simulations, par cas. La probabilité qu'ils soient étudiés, il faut que ça soit un article canon. Il faut que ça explose sur les simulations. Si vous faites des travaux plus ou moins standards, vous devriez montrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez vous. C'est quoi? Sinon, si vous faites ce qu'ont fait les gens, merci, au revoir. Madame la Marquise. Et il faut... C'est bon? Ok, je vous remercie, Monsieur Saïd. Je remercie le